Donc pour parler de ce sujet et au vu des résultats de l'enquête, il nous a semblé important de resituer un petit peu l'évolution de la profession et de la formation et de situer le contexte également de ces pratiques avancées. Donc l'infirmier aujourd'hui n'est en rien comparable à l'infirmière religieuse entre guillemets qui existait avant les années 1900. En 1937 apparaît l'obligation de diplôme d'État pour exercer la profession. En 1946, c'est la première nomenclature d'acte. En 1978, l'infirmier se voit attribuer le rôle propre qui lui apporte plus d'autonomie dans sa profession. En 1999, les accords de Bologne avec l'harmonisation des diplômes au niveau européen et la reconnaissance du niveau licence pour ce diplôme. En 2004, le décret d'acte professionnel et le décret relatif à la profession sont introduits au livre 3 du Code de la santé publique. L'Ordre national des infirmiers est créé en 2006. En 2009, c'est la réforme des études avec la reconnaissance donc de ce niveau licence et le référentiel de compétences. Et en 2011, le référentiel de compétences spécifiques aux infirmiers de réanimation est élaboré par les sociétés savantes. Donc on voit que toute cette réglementation et ces évolutions amènent l'infirmier aujourd'hui à beaucoup plus d'autonomie, beaucoup plus de connaissances et de technicité. Donc le Conseil international des infirmiers, en 2008, donne une définition des pratiques avancées. C'est une définition qui est assez large, étant donné le contexte vaste des pratiques avancées. Donc le Conseil international dit « Une infirmière qui exerce en pratique avancée est une infirmière diplômée qui a acquis des connaissances théoriques, le savoir-faire nécessaire aux prises de décision complexes, de même que les compétences cliniques indispensables à la pratique avancée de sa profession. Les caractéristiques de cette pratique avancée sont déterminées par le contexte dans lequel l'infirmière sera autorisée à exercer. Et le Conseil international recommande une formation de base de niveau maîtrise pour ces pratiques avancées. Donc, en ce qui concerne le contexte international, les pratiques avancées apparaissent dans la littérature internationale dans les années 80. Aux États-Unis et au Canada, les pratiques avancées existent depuis 1960 et en fait elles sont apparues essentiellement face à une demande de santé primaire, face à une évolution des technologies, une diminution de la démographie médicale et face au vieillissement de la population. Le niveau master est recommandé, c'est un titre protégé et les IAD font partie de ces infirmiers de pratique avancée ainsi que les sages-femmes. Au Royaume-Uni, c'est principalement en santé primaire qu'on retrouve les infirmiers de pratique avancée, là aussi le niveau master ou une expérience étendue. En Irlande, deux types seulement d'infirmiers de pratique avancée, dont les sages-femmes, avec un niveau master, et ces infirmiers de pratique avancée ont le droit de prescription. On va passer au contexte en France maintenant. Donc certaines pratiques avancées se sont développées au niveau national, mais sans reconnaissance particulière. Donc on parle ici des infirmiers en douleur, les infirmiers en soins palliatifs, les stomathérapeutes par exemple, les infirmiers d'éducation thérapeutique, et ce sont essentiellement des activités transversales. On remarque qu'il y a un décalage entre les infirmiers de pratique avancée en place et les objectifs du législateur. C'est-à-dire que le transfert de tâches au service de l'activité médicale dans une logique de substitution est bien différent du développement de l'expertise infirmière associé à une extension du champ de compétences visé par le législateur. Donc des enjeux à ces pratiques avancées, faire face à la décroissance de la démographie médicale, aussi en France, c'est un problème, optimiser le système de soins et faciliter l'accès aux soins dans les secteurs les moins dotés, optimiser les coûts en santé, régulariser les pratiques existantes mais non reconnues, reconnaître des compétences, promouvoir la qualité des soins et améliorer les perspectives de carrière pour les infirmiers. Face à la décroissance de la démographie médicale, il est demandé au professeur Yvon Berland d'étudier la situation et de rédiger un rapport. Ce rapport est publié en 2003 et il s'intitule « La coopération des professionnels de santé, transfert de tâches et de compétences ». Donc sous cette coopération des professionnels de santé, quatre grands principes. Le premier, c'est la formation. Le rapport dit « La légitimité de la délégation viendra de la compétence et donc de la formation ». Deuxième principe, collaboration étroite entre les acteurs de soins.
définition du champ de compétences des acteurs paramédicaux avec des listes d'actes, revalorisation de l'investissement intellectuel aux dépens de l'acte technique. Ce rapport est conforté par la loi HPST en 2009, plus précisément l'article 51. Cet article 51 permet la mise en place de transferts d'actes ou d'activités de soins à titre dérogatoire et à l'initiative des professionnels sur le terrain. Donc, ces initiatives des professionnels prennent la forme en fait de protocoles de coopération. Ces protocoles sont transmis à l'ARS, validés par l'ARS, par l'HAS, vérifient la cohérence entre le besoin régional et le protocole en question. Puis, au final, l'ARS autorise ou non, sur l'avis de l'HAS, par arrêté, la mise en œuvre de ces protocoles. L'HAS a depuis construit un guide méthodologique pour aider les professionnels de terrain à construire ces protocoles de coopération. Donc des enjeux à ces pratiques avancées, mais également des limites et des freins. Donc on peut noter que la notion de transfert de compétences ne peut pas se réduire à une simple délégation de tâches. La compétence s'acquiert et donc nécessite du temps et de l'expérience et nécessité d'une capacité de raisonnement, d'analyse et de discernement qui s'acquiert également au fil du temps et de l'expérience. Les freins, donc on peut noter une dépendance des infirmières aux médecins, une crainte également des médecins de voir diminuer leur champ d'activité, une législation encore litigieuse et un problème de reconnaissance car pas de rémunération supplémentaire. Donc je vais maintenant vous présenter les résultats de l'enquête qui a été menée par la commission du congrès infirmier. Donc le questionnaire de cette enquête a été élaboré en mars-avril 2013 par la commission du congrès infirmier. Puis ce questionnaire a été testé et évalué auprès de 40 soignants en juin et juillet 2013 pour être diffusé sur le site de la SRLF et via la push list de la SRLF entre le 1er août et le 15 septembre 2013. Les réponses à ce questionnaire étaient anonymes et fermées. Les questions étaient identiques pour les infirmiers, les médecins et les cadres. Donc, ce questionnaire contenait, on cherchait à avoir des réponses sur les caractéristiques des personnels et de leurs services, et c'était une enquête de pratique et d'opinion, donc sur le thème des pratiques avancées. Les caractéristiques des répondants, donc au total 391 répondants à cette enquête. 237 infirmiers, dont 56% d'entre eux avaient une expérience supérieure à 5 ans, 119 médecins, dont 65% avaient une expérience supérieure à 5 ans, et 35 cadres, dont 71% d'entre eux avaient une expérience supérieure à 5 ans. Où travaillaient les répondants? Pour 93% d'entre eux, ils travaillaient dans des hôpitaux publics, 61% travaillaient dans des hôpitaux universitaires. La majorité, 66% d'entre eux, travaillaient en réanimation polyvalente et 92% d'entre eux travaillaient dans une réanimation avec une activité adulte. Comment les répondants envisagent la reconnaissance des compétences spécifiques des infirmiers? Donc là, on a en parallèle les réponses des infirmiers et les réponses des médecins. Donc la grande majorité envisage cette reconnaissance sous la forme d'une revalorisation salariale, donc pour 74% des répondants infirmiers et pour 50% des répondants médecins et cadres. Ensuite, les résultats sont un petit peu plus mitigés concernant la validation des acquis de l'expérience, le diplôme d'état spécialisé ou le diplôme universitaire. Et on a vu tout à l'heure que la formation initiale des infirmiers s'inscrivait aujourd'hui dans un cursus universitaire, alors qu'on voit ici que seulement 16% des infirmiers et 16% des médecins et des cadres répondants envisagent la reconnaissance des compétences spécifiques sous la forme d'un master. Donc on va faire l'état des lieux de ce qui se passe en réanimation aujourd'hui. Donc là, on a les réponses des actes délégués dans le cadre d'un protocole de service. Pareil pour les infirmiers et d'un autre côté pour les médecins et les cadres. Donc en tête, alors déjà ce qu'on peut noter, c'est que les infirmiers, les médecins et les cadres sont tous d'accord sur le top 5 entre guillemets des délégations d'actes dans le cadre de protocoles de service. Donc on a en tête l'adaptation de la sédation analgésie pour 52% des répondants infirmiers et 61% des répondants médecins et cadres. Ici, on voit la délégation dans le cadre des habitudes de service.
Donc là, pareil, en tête, pour les infirmiers et pour les médecins et les cadres, l'instauration d'une contention physique. Donc 65% des infirmiers déclarent instaurer la contention physique dans le cadre des habitudes de service, et 65% des médecins répondants disent que les infirmiers instaurent la contention physique dans le cadre des habitudes de service. Ensuite, pour certains actes, les pourcentages diffèrent un petit peu en fonction des métiers. Donc 52% des infirmiers déclarent modifier les paramètres ventilatoires, alors que 31% des médecins et des cadres déclarent que les infirmiers font ces modifications. 40% des infirmiers déclarent modifier les amines, alors que 22% des médecins pensent que ces infirmiers font ces modifications. Et 46% des médecins et des cadres pensent que les infirmiers, dans le cadre des habitudes de service, communiquent des informations à caractère diagnostique, alors que 35% des infirmiers déclarent le faire. Donc là, on a des actes qui apparaissent et qui sont déclarés être faits, donc des actes médicaux qui sont déclarés être faits sur prescription médicale dans les services de réanimation. Donc on peut voir sur cette diapositive que 29% des infirmiers déclarent poser des voies jugulaires externes sur prescription médicale, 21% des infirmiers déclarent poser un cathéter artériel radial, 15% des infirmiers déclarent poser des voies veineuses profondes, 10% des infirmiers déclarent intuber sur prescription médicale et 9% des infirmiers déclarent changer des cathéters de dialyse sur guide sur prescription médicale. Et on peut noter dans la colonne d'à côté que les déclarations des médecins et des cadres confirment les réponses des infirmiers. Donc là, on a mis en parallèle, ce ne sont que des réponses d'infirmiers, on a mis en parallèle trois actes délégués, dans la colonne de gauche qui sont faits dans le cadre d'un protocole de service et dans la colonne de droite dans le cadre des habitudes de service. Donc on peut noter qu'au final, beaucoup d'actes médicaux sont délégués dans le cadre d'un protocole de service ou dans le cadre des habitudes de service d'une manière générale. Donc là, 30% des infirmiers déclarent instaurer la contention physique dans le cadre d'un protocole et 65% dans le cadre des habitudes de service. L'adaptation des amines est déclarée être faite pour 40% des infirmiers dans le cadre d'un protocole et pour 40% d'entre eux dans le cadre des habitudes de service. 24% des infirmiers déclarent adapter la sédation analgésie dans le cadre des habitudes de service et 52% dans le cadre d'un protocole. On peut peut-être évoquer un biais dans cette réponse, dans le sens où le protocole AWARE était en place dans de nombreux services de réanimation à cette période. Donc l'enquête nous apporte l'information suivante. Donc 89% des infirmiers et 94% des médecins et des cadres seraient favorables à la délégation d'actes selon un cadre légal et après formation spécifique. Pour les répondants qui sont défavorables, les raisons de leur refus, donc du côté des infirmiers, ce serait l'augmentation de la charge de travail et une responsabilité trop importante. Pour les médecins et les cadres, ce serait un problème de responsabilité juridique. Donc, quels actes les infirmiers seraient d'accord de se voir déléguer et quels actes les médecins seraient prêts à déléguer. Donc, globalement, ce sont les mêmes. On s'aperçoit que les médecins sont prêts à déléguer les actes que les infirmiers sont prêts à se voir déléguer. Alors, donc l'adaptation de la sédation analgésique qui apparaît là aussi en tête de liste, avec 95% des réponses pour les infirmiers et 96% pour les médecins. On a certaines disparités entre les deux parties en ce qui concerne les modifications des paramètres de ventilation. 93% des infirmiers seraient d'accord pour se voir déléguer cet acte, alors que 77% des médecins sont prêts à déléguer cet acte aux infirmiers. Pour le reste des actes délégués, les pourcentages sont sensiblement les mêmes. Donc là, c'est la suite. Donc là aussi, d'une manière générale, les actes sont les mêmes pour les deux parties. Et par contre, on note également une disparité concernant le remplissage vasculaire. Donc 62% des infirmiers sont prêts à se voir déléguer cet acte,
alors que 35% des médecins sont prêts à le déléguer. Et l'intubation sur prescription médicale, 45% des infirmiers sont prêts à se voir déléguer cet acte, alors que 24% seulement des médecins sont prêts à le déléguer aux infirmiers. On a pu noter que 8% des infirmiers et 13% des médecins et des cadres répondants déclaraient qu'il existait des infirmiers de pratique avancée dans leur service de réanimation. Par contre, 60% des infirmiers et 47% des médecins et des cadres n'avaient jamais entendu parler des infirmiers de pratique avancée avant cette enquête. Alors, en termes de perspective de ces pratiques avancées, dans le haut des résultats, on peut noter qu'en termes d'enjeux professionnels, les perspectives sont assez bien perçues par les infirmiers et par les médecins. Donc la perspective majoritaire des pratiques avancées serait la reconnaissance des compétences spécifiques pour 91% des infirmiers et pour 80% des médecins et des cadres. 51% des médecins et des cadres voient, au travers de la mise en place des pratiques avancées, une fidélisation des infirmiers dans les services de réanimation. Par contre, on peut voir dans le bas de la diapositive que les enjeux pour le système de santé sont moins bien visualisés, perçus par les répondants des deux parties, infirmiers, médecins et cadres de santé. Toujours en termes de perspective, donc les infirmiers, les médecins et les cadres sont d'accord pour penser que les pratiques avancées dans les services pourraient améliorer la qualité de l'enseignement paramédical. 69% des répondants infirmiers le pensent et 70% des répondants médecins et cadres le pensent également. 62% des médecins et des cadres pensent que cela pourrait faciliter les missions d'enseignement paramédical et 68% des médecins et des cadres pensent que cela pourrait favoriser le développement de la recherche dans les services de réanimation. 15% de l'ensemble des répondants ne voient pas d'intérêt à la mise en place de pratiques avancées. Pour 56% des répondants infirmiers et 53% des médecins et cadres, tous les infirmiers ne doivent pas être infirmiers de pratique avancée. Les pratiques avancées doivent reposer sur l'évaluation des compétences pour la majorité des répondants, 60% des infirmiers et 81% des médecins et des cadres. Et pour 52% des infirmiers versus 36% des médecins et des cadres, les pratiques avancées doivent rester sur la base du volontariat. C'est-à-dire que ce serait essentiellement à l'encadrement, éventuellement de repérer les infirmiers avec une expérience, une compétence particulière, une motivation qui pourrait être formée et exercer ces pratiques avancées dans les services. Pour conclure, on peut dire que le développement international de ces pratiques avancées est en cours depuis quelques années maintenant, que par contre en France c'est une activité encore controversée, pas très répandue, pas très connue. Ces pratiques avancées pourraient être une réponse à une problématique du système de santé français. Par contre, la législation et la reconnaissance sont encore indispensables et manquent encore au jour d'aujourd'hui. Et ces pratiques avancées pourraient largement contribuer à l'évolution de la profession infirmière et à améliorer la prise en charge de nos patients. Merci pour votre participation à cette enquête.